Qu'est-ce que l'école nous apprend pas sur l'argent, mais qui coûte le plus cher, selon toi? L'impôt. Oh boy! L'impôt. Ding, 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 ding! L'impôt, c'est tellement drôle parce que, tu vois, j'ai entrepris, là, j'ai commencé en janvier mon certificat à l'université pour aller chercher mon titre de planificatrice financière. Nice. Fait que, tu sais, c'est un titre là, qui est réglementé. C'est comme, admettons, un comptable CPA. Tu sais, tu vas chercher. Dans notre domaine, c'est un peu pas l'équivalence, là, mais c'est le même genre de standing, si tu veux, comme titre. Et donc là, j'ai repris mon parcours universitaire, puis mon premier cours, c'est ça, c'est la fiscalité du particulier. Puis je suis comme, je ne comprends même pas pourquoi que ça, on n'apprend pas ça obligatoirement, tout le monde à l'école. Right. Comment est-ce que ça fonctionne, la déclaration de revenus? C'est quoi qui est considéré dans ton... Puis ça, honnêtement, ça coûte des milliers de dollars aux personnes parce que, justement, on ne sait pas comment bien faire notre déclaration, on ne sait pas où qu'on peut sauver de l'impôt, on ne sait même pas combien d'impôts qu'on paye. Fait que je trouve que ça, vraiment, c'est... Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Aujourd'hui, on va parler d'argent, mais pas de chiffres. On va parler de temps, de décision et de la réalité financière que la majorité des gens découvrent trop tard. Avec Laura Assad, conseillère en sécurité financière, on va décoder le Infinite Banking, la règle de 72 et l'effet de levier. Et surtout, la vraie relation qu'on entretient avec l'argent, à 20, 40 ou 60 ans. Si tu penses que l'argent est juste une question de revenus, cet épisode va probablement te faire revoir certaines choses. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Laura, comment tu vas? Ça va, toi? Yes, merci d'avoir accepté mon invitation. Et ça me fait plus que plaisir. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on se connaissait pas. Je te voyais en ligne, puis comme je te disais off-cam, je vois, tu sais, dans certains domaines, surtout dans tout ce qui touche l'AMF, conseiller financier, courtier hypothécaire, tout ça, à part de PC Jolicoeur, la petite bébé trame, mais je trouvais que dans votre niche, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui prenaient la parole sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus dernièrement, puis boum, t'as pop sur mon feed. Ouais. Je trouvais qu'est-ce que tu disais, c'était intéressant, puis je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas t'inviter? Ben merci, c'est un beau, c'est vraiment des fleurs là, que je le vois, un beau compliment. Fait que merci. Nice. Puis c'est ça, puis je trouve que dans votre domaine, vous avez un gros avantage, c'est que vous touchez un domaine qui est sensible à tous, qui est tabou dans certaines cultures, certaines familles, qui est l'argent puis les finances. Ouais. Puis c'est pour ça que je trouve que vous êtes dans une niche où est-ce que vous devriez tellement maximiser les réseaux sociaux pour en parler davantage. Ouais, ben justement d'accord. Puis tu sais, de un, tu l'as bien dit là, c'est tabou dans beaucoup de maisons encore. Je trouve que ça fait partie de la culture québécoise. On est né pour un petit pain là, donc Ouais. cet aspect-là, on le voit énormément. Puis simplement, juste l'éducation financière, ça fait zéro partie de notre enseignement à l'école. Tout ça, on n'en prend pas de ça. Fait que je suis tellement d'accord. Tu sais, moi, principalement, c'était ça un peu l'objectif de commencer sur les réseaux. C'était au moins d'essayer de, à ma façon, pouvoir aider les gens à avoir un petit peu plus d'informations, d'éducation à ce niveau-là. Tant mieux si après ça, ça me permet de faire des belles rencontres. Mais c'est vraiment un manque là, assez flagrant, je trouve. Absolument. Puis surtout dans l'ère d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à travers le monde, les États-Unis, les tarifs, l'inflation, les taux d'intérêt qu'on sait jamais qu'est-ce que la Banque du Canada va nous arriver avec, les resserrements économiques. Fait que sincèrement, puis tu sais, t'as quel âge, je peux me permettre? 34. T'as 34, j'ai 43. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais tu sais, avec tout ce qui se passe, des fois, tu penses à nos enfants, les générations plus jeunes. OK, mais ça va être quoi leur réalité? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se permettre? Ça va être quoi leur style de vie par rapport justement à l'impact financier, les finances? Oui, tu sais, parce qu'on le voit, tu sais, le niveau de vie fait qu'augmenter. Les salaires, oui, augmentent, mais ça devient difficile de faire de l'épargne aussi à travers Absolument. tout ça. On le voit, là, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va peut-être avoir un revenu de 50 000 et moins par année. C'est extrêmement difficile pour ces personnes-là d'épargner parce que le niveau de vie est juste tellement élevé. Puis c'est de là que, tu sais, nous, notre travail, c'est d'apporter un peu de structure à tout ça parce que, tu sais, il faut faire avec ce qu'on a, hein.
Fait que c'est de trouver la meilleure façon de comment optimiser ça, même si on a des revenus parfois un petit peu plus limitants, si on peut le dire de cette façon-là. Mais oui, c'est inquiétant pour peut-être les générations à venir, certainement. Mais c'est clair. Et juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir, à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Mais c'est clair parce que si tu viens de toucher un point, tu me fais penser, mettons, à l'immobilier, les gens peuvent acheter, comment que les banques calculent le pouvoir d'acquisition, ça va être basé sur les revenus de la personne. Puis les banques considèrent qu'on peut acheter pour 4 fois nos revenus bruts, plus ou moins. Mais c'est fou quand tu y penses que quand on était plus jeune, un revenu de 50 000, c'était quand même un salaire moyen. Mais pour faire une acquisition en immobilier, 50 000, c'est le salaire minimum, là. Ouais. Même, je te dirais, en bas de 100 000, là, mettons 80 000, tu peux pas vraiment t'acheter. Tu vas te qualifier pour genre 400 000, puis il y a de moins en moins de propriétés en 400 000 et moins, 500 000 et moins. Fait que c'est fou quand tu y penses. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, toi, tu dois le voir, c'est que si moindrement tu vas être dans un prix peut-être un petit peu plus réaliste ou qui correspond plus à des familles à revenus plus modestes, là, bien là, c'est qu'il faut que tu t'éloignes peut-être. Exact. Mais là, est-ce que ça fait du sens de s'éloigner aussi loin? Jusqu'à où en plus? Exact, c'est ça. Fait que je pense que ça a tellement de répercussions à un autre niveau, tu sais, sur les finances, mais sur justement juste ton niveau de vie, où est-ce que tu vas habiter, qu'est-ce que tu peux acheter, toutes ces choses-là. Tout à fait. Puis, pour mettre les gens en perspective, t'es qui, tu fais quoi, comment t'aides les gens? Oui, fait que Laura Assad, conseillère en sécurité financière, je termine là, ma 4e année là, dans le milieu. Puis, tu sais, essentiellement, je travaille et j'accompagne en fait des personnes qui veulent mettre en place un plan financier. Fait que ça, je le dis tout le temps, c'est comme ton guide de route pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Puis, ben, ce plan-là, on regarde principalement 2 volets. Le premier volet étant la protection de tous ces beaux actifs-là qu'on est en train d'accumuler. Donc, est-ce que je suis bien protégée en cas de décès, en cas d'invalidité, en cas de maladie? On n'est vraiment pas à l'abri, malheureusement, de toutes ces choses-là. Puis, il faut être honnête qu'on travaille, comme qu'on vient de dire, on travaille tellement fort pour gagner notre vie, payer tout ce qu'on a, que si on est à un événement, que ça va tout enfumer, c'est là que la protection est très importante dans le travail que je fais. Fait que ça, c'est un des volets principaux. Le deuxième, ben là, c'est de dire que j'épargne, REER, CELI, j'investis, le tout, comment est-ce que je fais travailler ça pour croître mon patrimoine. Fait que essentiellement, c'est ça que je fais en gros. J'ai préparé plusieurs questions par segment. Allons dans un segment qui va toucher la réalité de l'argent. Ouais. T'es down? Oui. Let's go. Pourquoi l'argent est encore un sujet mal compris, même chez les gens instruits, selon toi? Wow, c'est une grosse question, ça. Tu me mets... pourquoi est-ce que l'argent est mal compris, même quand les gens sont instruits? Oui. Bien, honnêtement, je trouve qu'en 2026, maintenant, c'est tellement facile d'avoir accès à de l'information. Oh my gosh. Et donc, là, on peut avoir de la bonne information, on peut avoir de la mauvaise information. Alors, comment est-ce que tu te formes une opinion selon ce que tu reçois comme information? Alors, est-ce que c'est une bonne opinion, c'est une mauvaise opinion qui est erronée à cause de la qualité de l'information? Fait que je pense que ça devient peut-être de plus en plus difficile de vraiment y voir clair dans tout ça à cause de cette facilité d'avoir de l'information, mais aussi ça devient un enjeu, là. Absolument. Non, tu as tellement bien répondu parce que la réalité, c'est qu'on est inondé d'informations. L'information est tellement accessible et facile, mais la réalité, les gens sont encore plus perdus. Parce que même, puis tu sais, j'aime qu'on est sous la niche financière, mais qu'on est dans deux domaines respectifs séparés. Parce que moi, dans ma réalité, c'est que, tu sais, puis c'est la même chose avec les finances, c'est que le projet d'acquisition, projet d'investissement, de se mettre, d'avoir comment je pourrais dire, de se mettre de l'argent de côté, de budgéter, etc. Mais la réalité, tout ça, ça part du principe que c'est du cas par cas. Tu peux bien avoir l'information de, peu importe, de comment devenir millionnaire, infinite banking, de ci, de ça, c'est liable, blablabla. Mais la réalité, ça commence par quelle est ta réalité,
puis de commencer step by step par rapport à ça. Ouais. T'amènes tellement, ce que je voulais pas te couper, mais t'amènes tellement un bon point. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai fait un petit sondage avec mes réseaux sociaux, puis, tu sais, j'étais comme, posez-moi vos questions. Puis à plusieurs reprises, les gens disaient, c'est où que je dois placer mon argent pour avoir le meilleur rendement? Genre, j'investis dans quoi? Puis j'étais comme, mais ça dépend. Ça dépend. T'es-tu un mordu de l'immobilier? C'est sûr, tu vas vouloir mettre ça dans l'immobilier. T'aimes-tu mieux le marché boursier? C'est-tu de la crypto? C'est-tu autre chose? Ça peut tout être des super de bons investissements, mais ça dépend vraiment de c'est quoi que t'aimes. Fait que Où est-ce que t'es rendu? Exactement. Fait que de là à ce que, justement, l'argent, ça dépend vraiment de la personne, là, comment est-ce que tu le vois, puis comment est-ce que tu veux t'en servir, puis bien l'investir selon ton profil, là. Tout à fait. Puis qu'est-ce que j'aime dire aux gens aussi quand j'ai des consultations, c'est, OK, on s'entend que on a environ tous le même objectif. On veut tous devenir multimillionnaires ou millionnaires, indépendants financièrement, bâtir un parc, avoir un patrimoine, puis tout ça. Puis où est-ce que j'amène les gens, c'est que moi, je leur dis tout le temps, c'est Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Mais toi, tu vas prendre ton propre chemin parce qu'on n'a pas tous le même point de départ. Fait que tu peux pas prendre n'importe quelle stratégie. Oui, c'est le fun. Oui, tu veux commencer avec un plex, un triplex, mais si tu gagnes 60 000, t'as 30 000 dans ton compte, puis t'es tout seul, t'as pas de co-signataire, ben tu peux pas t'embarquer dans un triplex, malheureusement. Ouais. Puis s'il y a rien de mauvais avec commencer avec peu importe qu'est-ce que ton budget puis tes finances te permettent. Par contre, tu vas te rendre là over time. Ouais. C'est juste tu vas prendre ton propre chemin, puis il y a rien de mal à ça. Tout à fait, mais puis là, tu amènes un autre point, puis là, on va partir sur autre chose, mais c'est overtime. Tu sais, c'est que aussi, on a tellement de conception que tout est maintenant. Oui, on est dans la génération de l'instantané. C'est ça, exactement. Tu sais, puis moi, je le dis tout le temps à mes clients, genre, l'investissement, ça fonctionne, mais c'est pas overnight. C'est pas l'année prochaine, c'est sur le long terme. Tout à fait. Cet élément-là de patience aussi, des fois, je trouve que les gens n'ont pas nécessairement. Aussi. Il faut juste rationaliser un petit peu plus. Là. On veut tout de suite. Moi aussi, d'ailleurs, des fois, c'est comme ça. Fait que je m'exclus pas du tout, là. Exact, moi non plus. Qu'est-ce que l'école nous apprend pas sur l'argent, mais qui coûte le plus cher, selon toi? L'impôt. Oh boy! L'impôt. Ding, 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 ding. L'impôt, c'est tellement drôle parce que, tu vois, j'ai entrepris, là, j'ai commencé en janvier mon certificat à l'université pour aller chercher mon titre de planificatrice financière. Nice. Fait que ça, c'est un titre là, qui est réglementé. C'est comme, admettons, un comptable CPA. Tu sais, tu vas chercher, dans notre domaine, c'est un peu pas l'équivalence, là, mais c'est le même genre de standing, si tu veux, comme titre. Et donc là, j'ai repris mon parcours universitaire, puis mon premier cours, c'est ça, c'est la fiscalité du particulier. Puis je suis comme, je ne comprends même pas pourquoi que ça, on n'apprend pas ça obligatoirement, tout le monde à l'école. Right. Comment est-ce que ça fonctionne, la déclaration de revenus? C'est quoi qui est considéré dans ton... Puis ça, honnêtement, ça coûte des milliers de dollars aux personnes parce que, justement, on ne sait pas comment bien faire notre déclaration, on ne sait pas où qu'on peut sauver de l'impôt, on ne sait même pas combien d'impôts qu'on paye. Fait que je trouve que ça, vraiment, c'est un bon manque. Absolument, you nailed it. You're spot on, pour vrai. T'as 100% raison. Puis tu sais, je vais me prendre comme exemple, dans mes premières années, je faisais pas beaucoup d'argent, puis quand j'ai commencé à en faire, veux pas, j'avais de l'impôt, du rattrapage à faire. Puis après ça, boum, tu te fais frapper par l'impôt avec des montants que t'es comme, 1, j'ai pas cet argent-là dans mon compte. 2, comment j'aurais pu prévenir ça? Puis 3, tabarouette, j'aurais voulu le savoir avant et pas être dans le trouble, dans l'eau chaude, puis là, il faut que tu te démerdes avec ta situation, puis là, tu sais, sortir du trou. Puis en plus, qu'est-ce qui est chiant quand tu es un entrepreneur, puis après ça, tu as des dettes d'impôt? Tabarnak, l'année recommence. Mais là, ça tue. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, OK, when does it stop? Puis là, t'es comme, OK, je vais faire plus d'argent. Oui, t'en fais plus. C'est beau, là, tu claires. Plus d'impôts. Mais là, plus d'impôts. Fait que là, après ça, t'arrives dans un autre niveau où est-ce que, OK, là, il faut que tu t'incorpores. OK. Mais là aussi, c'est une autre courbe d'apprentissage. Fait que, when does it stop? When does it stop? Puis tu sais, c'est que on peut pas y sauver. En plus. On peut pas y sauver. Puis c'est là que je trouve que si on était beaucoup mieux éduqués, puis on comprend mieux comment est-ce que ça fonctionne, comme tu dis, je serais peut-être un petit peu mieux préparée
face à ce qui pourrait possiblement m'en venir. Exact. Fait que, tu sais, je rencontre souvent, admettons, des personnes qui disent « Ah, OK, ben j'ai mon travail à temps plein, je travaille, admettons, pour le gouvernement, puis je suis capable de faire des contrats de consultation on the side. » Je suis comme « OK, parfait, ça, c'est travailleur autonome. Mais est-ce que tu gardes un peu de côté de ce que tu fais parce qu'il n'y a pas d'impôt qui est prélevé là-dessus, il va falloir t'en payer à la fin de l'année? Ah non. Tu penses que l'argent est juste donné comme ça? » mais honnêtement, beaucoup de personnes aussi ont cette pensée-là. Fait que je sais que c'est généralisé parce qu'on n'a pas cette information-là, on ne le sait pas d'avance. Absolument. Puis même, qu'est-ce que je trouve plate, c'est que Revenu Québec, Revenu Canada, ils te donnent pas un coaching, genre, ils te prennent pas par la main ou t'accompagner pour dire, bon, OK, bon, voici ta situation, check qu'est-ce qu'on va mettre en place pour te permettre de faire plus, puis en même temps de mieux te structurer pour que tout le monde soit gagnant. Non, c'était comme livré par toi-même, puis en même temps, c'est comme, comment je pourrais dire, pas contre-intuitif, mais c'est comme quasiment, ben, plus, tu sais, t'en dois, t'es en retard, t'es pas à jour, ben plus d'intérêt, fait que plus d'argent qu'ils font, fait que c'est à leur avantage, mais en même temps, il faut que tu payes tout de suite. Mais fait que c'est comme... C'est une roue un peu sans fin, tu sais, puis c'est exact. Parce que, tu sais, dans le fond, l'impôt, c'est la loi sur le revenu et l'impôt et tout ça, c'est une loi, là. Mais comme toute loi, nul peut ignorer la loi. En plus. Mais elle nous est même pas appris. Exactement. Fait que c'est là que, en tout cas, on peut pas rentrer dans un débat politique et tout ça, mais clairement, je pense que c'est pour ça que dans mon travail, de parler de ces sujets-là, c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant, là. Je le sais, sauf que c'est important, puis il y a tellement de grosse portion de notre pays qui va à ça, fait qu'il faut en comprendre, plus. T'sais. Puis non seulement, mais d'une autre manière, plus positif, parce qu'il y a des stratégies que tu peux mettre en place qui vont être win-win, ou est-ce que tu peux avoir un retour, ou est-ce que tu peux déduire, ou est-ce que tu une portion de chez vous, si tu es travailleur autonome, etc., etc. Il y a quand même une portion qui peut, quand tu connais les règles du jeu, ben, tu peux jouer pour en sortir gagnant. C'est exactement ça. Puis, tu sais, honnêtement, moi, j'adore le travail un peu de Pierre-Yves Messouin, tu sais, comptable, chroniqueur et tout ça. Parce que, justement, lui, c'est qu'on a des outils qui sont à notre disposition, mais on s'en sert pas. Et c'est avec ces outils-là, c'est là mon travail de dire, OK, bien, on a-tu pensé à ça? On peut-tu faire ci, ça? Fait qu'en effet, c'est de trouver ces outils-là, ces bénéfices, puis vraiment de s'en servir parce que, bien, en effet, c'est pas illimité ce qu'on a, mais on en a. Fait qu'il faut juste s'en servir. Là. Tout à fait. Puis, une petite dernière pour cette section-là, mais à quel moment as-tu compris que l'argent est un outil et pas un objectif? Je trouve toujours que l'argent, c'est a means to an end, dans un certain sens. C'est que l'argent, tu sais, c'est juste pour nous permettre de m'acheter plus de temps, dans le sort de me libérer de mon temps quand que je veux, de juste avoir une certaine sécurité, de ne pas être stressée, de ne pas avoir une qualité de vie qui est brimée parce que j'ai pas d'argent, tu sais. Fait que pour moi, l'argent, c'est purement juste un outil, mais c'est ce qui fait rouler le monde. Hein. Tout à fait. On en a besoin. Il faut vraiment juste comprendre comment bien s'en servir. C'est un outil aussi, l'argent. C'est simplement ça, tu sais. J'adore ta réponse. Maintenant, dans le segment qui est quand même trendy, le infinite banking. Mythe ou c'est un vrai levier? Première question que j'ai pour toi. Pourquoi ce concept fascine autant et crée autant de confusion, selon toi? Bien, premièrement, je peux te dire que c'est un mythe, le infinite banking. Au Canada, je vais le dire, là, ça n'existe pas. Et si on t'a vendu une police d'assurance disant que c'est du infinite banking, je me poserais quelques questions peut-être sur l'intégrité de la personne qui a vendu ça. Juste parce que c'est un concept qui existe, assurément. Ça, c'est pas faux. Ça existe aux États-Unis. La fiscalité aux États-Unis et au Canada, ce n'est pas du tout la même chose. Absolument. Et donc, ce n'est pas vrai qu'ici, on peut appeler ça du infinite banking. Assurément, par contre, que oui, il y a des leviers super intéressants à venir faire avec des polices d'assurance vie participative, mais c'est pas là ce que les gens font miroiter. Puis je pense que c'est ça un peu qui devient accrocheur. C'est comme un outil marketing, je pense. C'est que là, tu peux devenir ta propre banque, tu n'as plus besoin de te fier de personne, tu vas devenir riche avec ça. Puis c'est là que
les gens se font un peu prendre, allécher par ce côté-là. Tu sais, comme qu'on vient de dire, c'est le instant gratification. Je peux devenir riche, je dépends de personne. Mais c'est pas mis de l'avant de la bonne façon. Tout à fait. Tu l'as tellement bien expliqué, mais peux-tu nous expliquer simplement c'est quoi le Infinite Banking? Fait que ici, en fait, le but, c'est de souscrire à ce qu'on appelle une police d'assurance-vie participative. Donc, ça prend vraiment ce type de protection-là pour pouvoir le faire. Okay. Et donc, l'assurance-vie participative, elle est vraiment particulière parce que toutes les personnes qui détiennent cette police-là auprès d'un assureur, l'assureur perçoit les primes et puis investit les primes de ces polices, de ces contrats-là précisément. Okay. Et après ça, bien, à chaque année, l'assureur va verser ce qu'on appelle une participation à la police d'assurance qui va faire grossir sa valeur. Okay. À chaque année, la valeur de ta police grossit. Fait que ça devient réellement un actif, là, comme une maison, comme tes investissements qui croît dans le temps. Mais là, ta police d'assurance-vie, elle aussi. Et selon justement la grosseur de la police que tu vas prendre, des fois, c'est des sommes qui peuvent être assez intéressantes. On peut même parfois y faire des dépôts supplémentaires à l'intérieur de ça pour faire grossir encore plus la valeur. Et c'est là que quand il y a une valeur qui est assez intéressante, je peux venir mettre ça en collatéral au niveau d'une banque, aller obtenir peut-être un autre actif, obtenir des marges de crédit. Je peux venir faire différentes choses avec ça. Mais je ne deviens pas moi-même ma propre banque. Ce n'est pas un guichet automatique après ça que je peux retirer de ça. C'est qu'on peut utiliser ça comme un actif. C'est vraiment un levier pour aller chercher d'autres bénéfices. Mais je ne deviens pas ma propre banque. Je ne peux pas siphonner de l'argent comme que je veux. Ça n'imprime pas non plus de l'argent. C'est qu'on a investi aussi de l'argent là-dedans pour faire grossir sa valeur. C'est à peu près ça. J'ai adoré comment tu l'as amené. Puis je pense que tu as répondu parce que ma prochaine question, à moins qu'il y en a d'autres, c'était quoi la plus grande fausse croyance de l'Infinite Banking? Mais je pense que c'est ça, tu l'as très bien expliqué. Que même moi, j'avais compris que c'est que justement ta police d'assurance pouvait être, à un certain moment donné, à une certaine croissance, pouvait te servir comme une banque, justement. Tu pouvais sortir de l'argent avec un taux d'intérêt, je pense, de 6%, quelque chose comme ça que j'avais entendu. Bien, c'est ça. Il y a des modalités comme ça que oui, tu peux faire des avances sur police. Par contre, il y a un aspect fiscal à venir prendre en considération. C'est ça. C'est que oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Par contre, là, c'est que les gens pensent que c'est tout, c'est gratuit, c'est mon argent, c'est ça. Il ne faut pas oublier l'aspect fiscal, puis c'est là que le concept Infinite Banking, vraiment tel qu'il est possible ici, c'est là qu'on vient pas nécessairement bien l'appliquer, tu sais, alors qu'il y a des façons, oui, de s'en servir, mais c'est pas de la même façon que c'est mis de l'avant, tu sais, puis c'était pas ta propre banque, là, vraiment pas. Fait que dans le fond, une fausse croyance, je peux dire ça comme ça, mais qui est une réalité. Dans le fond, là, tu es en train de me dire que c'est du cas par cas. C'est un shiny object, mais pas un shiny object, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Tout le monde peut la mettre en place, mais la réalité, ça reste du cas par cas. Parce que s'il y a un aspect fiscal, encore une fois, on n'a pas tout le même impact fiscal, etc. Là. Exactement. C'est des concepts extrêmement le fun. Et c'est là que, encore une fois, ça ne correspond pas à la grande majorité de la population. C'est qu'on va investir quand même un montant qui est intéressant et considérable dans ces concepts-là. Okay. Donc, c'est sûr que déjà à la base, pour que la fiscalité et tout ça soit intéressante, déjà, on s'adresse à des gens qui sont sûrement beaucoup mieux nantis. Là. On ne s'adresse pas justement à la famille de classe moyenne ou justement plus dans les standards. Ça sera pas nécessairement accessible à ces personnes-là. Le concept là, derrière ça, de mettre ça en levier, etc., est-ce qu'on peut vraiment aller pousser au complet là, avec la police d'assurance-vie participative? Tu sais quoi, c'est drôle parce que j'adore tes réponses. C'est très bien articulé, très bien élaboré. Mais c'est parce que tu réponds à mes questions. Je devance tes questions. Oui, je te jure. Mais en même temps, tu peux apporter la précision. À qui cette stratégie s'adresse-t-elle vraiment? Oui, bien, tu sais, ça va être définitivement des personnes mieux nanties qui vont possiblement avoir maximisé déjà tous leurs abris fiscaux. On veut dire par là, c'est REER, CELI ou d'autres régimes d'abris fiscaux qu'on a. C'est sûrement aussi des personnes peut-être qui ont des entreprises, qui ont des bénéfices dans les entreprises, que là, dans l'entreprise, j'ai pas autant d'abris fiscal que j'en ai au personnel. Donc, ça dépend vraiment de la situation, mais c'est sûr et certain qu'on s'adresse à une personne qui gagne quand même des bons revenus, qui Quand tu dis bons revenus, à partir de combien environ? J'ai pas de chiffre à te donner, mais tu sais,
d'après moi, on est certainement dans les 100, 150 000 et plus qu'on peut vraiment bien investir dans des véhicules comme ça pour aller chercher son plein potentiel. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là que je veux dire. J'aime Parce que, tu sais, l'assurance vie participative, c'est bon pour tous, là. C'est juste les concepts qu'on peut venir faire avec, c'est pas disponible pour tous, parce que ça dépend vraiment de la valeur qu'on y injecte dans ces contrats-là, tu sais. Parce que moi, je pense que tout le monde devrait en avoir une. C'est juste que qu'est-ce que je peux faire après ça pour mon propre bénéfice avec, c'est là que ça va différer d'une personne à l'autre, t'sais. Tout à fait. Puis justement, ça amène à la prochaine question que tu avais commencé à répondre tantôt, mais à qui ça ne convient pas du tout? Fait que, tu sais, comme j'ai mentionné, je pense que tout le monde peut bénéficier d'une assurance vie participative parce que son essence, c'est de venir couvrir un besoin en cas de décès. Tout le monde a un besoin en cas de décès. Et aussi, son autre principe, c'est de dire qu'à chaque année, la valeur de cette police-là augmente. Fait que ça l'aide à dire que j'en vois tellement là, des vieux contrats d'assurance vie qui ont été émis dans les 1980 et que là, aujourd'hui, c'est 5 000 $ en cas de décès. On s'entend qu'avec 5 000 $, on va pas loin. Là. Je pense même pas que ça paye les frais funéraires là, aujourd'hui. Tandis que si je prends aujourd'hui, mettons, un 25 000 en police d'assurance vie participative, mais à chaque année, ça va augmenter. Et donc, on s'entend que là, quand je vais décéder, il y a quand même une valeur qui va être attachée à ça. Fait que c'est pour ça que je pense que tout le monde devrait en avoir une. C'est un super de bon produit à avoir. Mais en effet, tu sais, à qui est-ce que le concept d'Infinite Banking ne s'applique pas? Bien, c'est toutes les personnes qui n'ont pas le gros, justement, budget ou la grosse fiscalité qui a besoin d'être optimisée. Qui ne sont pas encore rendus là, en d'autres mots. Exactement. Super. On va aller dans un autre segment que j'ai rajouté à la toute dernière minute. Tu vas me mettre sous le spot. Je te mets sous le spot, mais je pense que tu vas l'aimer, ça va être une petite facile pour toi. La règle 72, la règle de 72, le pouvoir du temps. Explique la règle de 72 comme si tu en parlais à quelqu'un qui avait 20 ans. OK, mais t'as-tu vu le vidéo que j'ai publiée hier? Oui, c'est pour ça que j'ai vu. C'est pour ça. Good. Mais c'est ça, la règle de 72, honnêtement, j'ai aucun mérite. J'aimerais ça avoir le mérite, mais je n'ai pas de mérite pour cette règle-là. C'est vraiment un principe en finance fondamental. OK? Donc, le but, c'est de dire que ben, si je fais un investissement, combien de temps est-ce que ça va prendre pour cet investissement-là qui grossisse ou qui double, en fait, je veux dire, en valeur? Et comment est-ce qu'on fait? Ben, on prend le chiffre 72, puis je le divise par le pourcentage de rendement moyen que mes placements génèrent. Puis c'est là que c'est vraiment intéressant de voir aussi l'aspect risk and reward derrière un investissement, donc le rendement que ton investissement peut faire. Comme admettons, je suis sûre qu'avec des investisseurs immobiliers qui ont des portes ici et ça ou qui font des développements, leur rendement est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui va juste avoir un duplex. Of course. T'sais, c'est le même principe aussi avec l'investissement boursier. Si je prends juste des investissements très conservateurs qui vont peut-être me donner 3 % de croissance en moyenne par année, ben, si je fais 72 divisé par 3, ça va prendre 24 ans pour que la valeur de mon argent double. Okay? Fait qu'on va le chiffrer. Admettons que j'ai placé 10 000. 24 ans plus tard, ça vaut 20 000. Ben, on s'entend que l'inflation, finalement, avec tout ça, j'ai pas fait de croissance, j'ai pas fait de richesse. T'sais. Et c'est là que quand on regarde, admettons, quelqu'un qui est plus axé sur le stock market, qui va aller chercher des titres beaucoup plus agressifs, qui va peut-être faire un 9 %. C'est quoi, 72 divisé par 9, ça te donne 8, je pense. Fait que là, son argent, son 10 000, admettons, va doubler à tous les 8 ans, 8-9 ans, et ainsi de suite, va se rendre beaucoup plus riche plus rapidement dans cette même période de temps, admettons, que l'autre personne qui est beaucoup plus conservatrice, t'sais. Fait que ça, je pense que c'est tellement essentiel pour tout le monde de comprendre cette règle-là parce que ça te permet de voir, OK, bien, la valeur projetée de mon argent selon le risque aussi que je suis capable de prendre, qu'est-ce que ça me permet de faire. Puis le but, c'est d'être le plus loin possible de l'inflation parce que le plus loin possible que tu es de l'inflation, là, tu t'enrichis. Tu crées vraiment de la valeur. C'est vrai, je l'avais pas vu de cette manière-là parce que plus tu t'éloignes de l'inflation, mais que tu es capable de faire plus d'argent, de faire croître ton argent, techniquement, c'est là que tu t'enrichis encore plus parce que tu es en train de battre l'inflation d'une certaine façon. C'est ça. Fait que c'est pas juste de préserver la valeur de ton argent dans le temps. Là, c'est vraiment de t'enrichir. J'adore. Question pour toi. Oui. Par rapport à la règle 72, mais en étant dans le même concept, disons, pourquoi les gens sous-estiment autant l'impact du temps sur l'argent?
L'investissement immobilier t'intéresse, que ce soit du multilogement, les flips, les chalets locatifs, que ce soit d'embarquer dans des projets d'investissement, dans des projets le fun avec du partenariat, je peux t'aider avec tout ça. Mais pour ce faire, il faut que tu cliques le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse céduler une consultation et que je puisse te guider vers ton plan de match qui va te permettre de grossir ton parc immobilier. Parce que je pense que c'est flou, en fait. On ne voit pas le temps passer. Puis on réalise pas que le temps, c'est de l'argent. Absolument. Tu as tellement raison. Puis aussi, je pense que à ça, la réalité de notre day-to-day nous met notre focus là-dessus et non sur le long terme. Mm-hmm. Souvent, même, je parlais à d'autres entrepreneurs, puis je disais, tu sais, où tu te vois dans, genre, mettons, dans tes objectifs long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis il y a beaucoup de personnes, même des top producers, qui vont me dire, non, je suis pas capable de voir aussi loin. Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est là, puis, tu sais, admettons, souvent aussi, je vais rencontrer des gens qui disent, ben, pour l'instant, peut-être un petit peu plus serré, je peux juste mettre 50 $ par semaine. Je dis, OK, mais je vais te montrer 50 $ par semaine sur 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est quand même fou ce que ça peut accumuler. Fait que c'est qu'on va banaliser l'effet aussi de ce que je peux y mettre, mais le temps, on réalise pas que le temps, surtout au niveau du marché boursier, c'est vraiment ça qui va te permettre de te générer des intérêts composés. Puis c'est là, Absolument. C'est là qu'on s'enrichit, tu sais. Puis encore une fois, des fois de l'autre côté, ben, si les gens, après 2 ans, 3 ans, ne voient pas de résultats, puis sont comme, ça vaut pas de la merde le marché boursier, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Attends, c'est avec le temps que tu vas le voir, tu sais. C'est très bien dit, puis je vais ramener ça à l'immobilier. Moi, j'ai le même syndrome avec des gens où est-ce qu'ils vont acheter des propriétés, puis après 1 an, ils espèrent faire un effet de levier, sortir genre 150, 200, ça comme Chris, comme je viens de passer chez le notaire, ça fait 2 mois, puis comment je peux refinancer pour sortir mon cash pour aller acheter quelque chose d'autre? Non. Il y a l'effet temps que les gens, souvent, ils vont skip cette partie-là. Là. Ouais. Ils pensent parce qu'ils ont acheté puis qu'ils ont fait peu importe leur type de coup de circuit. Mais la réalité, c'est qu'il y a le facteur temps qu'il faut prendre en considération. Ouais. Puis celui-là, tu peux pas l'accélérer. Tu peux pas le cheat, là. Il n'y a pas de cheat code pour le temps, là. Exact. Non, c'est ça, tu sais. Fait que c'est drôle parce que ça se transpose dans tellement de domaines. Mais oui, tu sais, je pense que les gens sont tellement eager de faire de l'argent, mais ça prend du temps. Exact. C'est moins sexy, c'est moins le fun, mais la réalité, c'est que, tu sais, comment je pourrais dire, mais c'est pas que t'as plus de sécurité, mais oui, c'est moins le fun, on voudrait tout de suite, mais par contre, le compound effect, l'effet cumulé va être autant intéressant. Puis tu vas te rendre à ta destination, tu vas l'atteindre ton objectif. Ouais. Tu vas faire les autres investissements, acquisitions ou projets que tu veux faire. But ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Rome n'a pas été bâti du jour au lendemain, là. Exact. Puis tout comme, admettons, la personne qui essaie de se remettre en forme, elle se remet pas en forme du jour au lendemain. C'est toute bonne chose dans la vie. Moi, je pense qu'il faut être patient. Absolument. Même, on va ramener ça à quelque chose aussi simple qui touche tout le monde, mais bâtir une vraie relation de couple sur le long terme. Je viens de le dire, sur le long terme, ça se fait pas du jour au lendemain. Là, c'est pas une quick date, puis qu'après ça, OK, t'as bâti quelque chose de solide. Non, ça se fait sur le long terme. Oui, 100%. Fait que, on est d'accord que toutes les bonnes choses, ça prend du temps. Et puis, faire de l'argent aussi. Oui, 100%. Pourquoi commencer tôt vaut souvent plus que gagner plus? Parce que, tu sais, si on est vraiment capable de le calculer, que, admettons, quelqu'un qui va cotiser, puis là, j'ai pas les chiffres devant moi, mais on va juste dire, là, quelqu'un qui commence à cotiser là, 100 $ par semaine dans sa vingtaine, OK. rendu à ses 65 ans, Mm-hmm. versus quelqu'un qui a les moyens à 50 ans, Mm-hmm. de dire, ben là, mon hypothèque est quasiment éclairée, je peux me mettre des prélèvements à chaque semaine. OK, mais pour arriver au même résultat que la personne qui a commencé à 20 ans, combien il va falloir que tu sortes de tes poches? C'est immense, l'effet. Donc, c'est que quand que tu commences tôt, l'effort se fait tout seul. C'est pas toi qui travailles plus fort. C'est ton argent qui va travailler plus fort. Tandis que quand tu commences plus tard, c'est ton effort. C'est toi qui vas travailler plus fort que ton argent va travailler pour toi. Tu sais. Donc, c'est vraiment, c'est work smarter, not harder. Tu veux-tu parler avec ma fille de 20 ans? Pour qu'elle comprenne, parce que moi, je suis le papa pas cool, là. Ça marche pas, là. Ce que tu vas dire, ça marche pas. Je te jure, là, c'est comme, mais toi, elle va plus t'écouter. Mais... Bon, j'y parle. Right.
Quelle est l'erreur la plus coûteuse que tu vois chez les jeunes adultes? De se penser infaillible. Puis de penser que je suis trop jeune pour commencer à penser à la retraite, puis je serai pas malade, je suis en bonne santé, puis tout ça. Puis c'est que la réalité des choses est que si on était plus sensibilisé à ça à un jeune âge, puis tu sais, juste que ce soit la santé, là, on le sait de plus en plus, malheureusement, ça fait partie de notre réalité. Les diagnostics de cancer sont plus élevés, les problèmes au niveau des troubles nerveux, tout ça, c'est plus élevé. Fait qu'on n'est pas à l'abri de ça. Puis si tu prends des bons choix de bien te protéger à un jeune âge, ça te coûte moins cher. 2, tu te set for life. Puis après ça, de dire, OK, je suis conscient que la retraite, c'est peut-être juste dans 30 quelques ans. Mais si j'y fais une petite contribution tout de suite, tu vas tellement te remercier. Mais on a de la misère à penser à notre future self des fois. T'sais. True. Puis, écoute, moi-même, là, je faisais beaucoup d'argent. Début vingtaine, j'étais en coiffeur. Je faisais de l'argent comme de l'eau. Puis j'avais un conseiller à ce moment-là, puis je sais plus où tout cet argent-là. Big time. Fait que ça, c'est un conseil vraiment que les jeunes devraient appliquer. Tout à fait. Puis c'est drôle parce que je me rappellerai toujours, j'étais au secondaire, je finissais le secondaire 5, puis il y avait un ami italien, puis il nous parlait de retraite, puis de placer son argent, puis tout ça. Puis j'étais comme, bro, de quoi tu parles? Comme, on est jeune, genre, on n'a même pas 20 ans encore. Ouais. But à y repenser, he was right. Mm-hmm. Imagine, j'aurais commencé à mettre de l'argent à ce temps-là. Aujourd'hui, à 43 ans, oh my God, là. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est en tant que parent, ça fait partie, ça devrait faire partie de notre discours puis de comment est-ce qu'on l'apporte à nos enfants dès un jeune âge, de voir l'importance de... Tu sais, c'est pas dans ta vingtaine que tu dois penser juste à ça. Non, mais c'est de l'avoir un petit peu, puis juste d'avoir une stratégie vers ça qui va tellement tout changer après ça que de dire que là, tu te réveilles à 35 ans, t'es comme, OK, moi, j'ai rien cotisé jusqu'à présent pour ma retraite. Faudrait peut-être que je commence, tu sais. Ou même, des fois, il y a des gens qui se réveillent plus tard que ça, là. Tout à fait. Puis tu vois, avec où est-ce qu'on est rendu dans notre carrière à notre âge, tu sais, souvent, on va dire que ces choses-là sont boring. Mais la réalité, boring is the new fun. Parce que de faire les affaires boring, ben justement, ça te permet de pouvoir te payer n'importe quel prix plus tard. Mm-hmm. Versus que si tu veux payer le prix maintenant ou pas payer le prix maintenant, ben tu t'en payes le prix d'une certaine façon parce que après ça, tu vas être limité ou tu vas regretter. Ta retraite va être boring, là. Exact. Oh boy! Ta retraite va être vraiment boring si tu y penses pas, là. Vraiment. Est-ce que le temps peut rattraper un mauvais départ financier? Avec assez de temps, je pense que oui. Mais encore là, avec pas assez de temps, non, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que, admettons, c'est pas rare là, que justement, dans la vingtaine, on fait des mauvais choix, on utilise les cartes de crédit comme si on pense que c'est de l'argent gratuit et tout ça. Puis c'est pas rare qu'il y ait des gens début trentaine qui vont avoir des dettes. Puis que là, ils se disent, OK, il faut tout que je repars à zéro, mais au moins, il te reste encore beaucoup de temps devant. Tandis que c'est sûr que si, admettons, à un certain moment, tu te réveilles puis tu as 50 quelques ans, puis que là, tu es prêt à mettre les choses en ordre, ça commence à être vraiment plus difficile, tu sais. Mais oui, tout à fait, je pense que le temps peut bien faire les choses dans certains contextes. 100% d'accord. On va seguer vers un segment un petit peu plus adapté pour les gens de high level, de high net worth. On va parler d'effet de levier. Ouais. Un outil de liberté ou piège moderne. On va voir sur quel angle. Quel type d'effet de levier tu offres concrètement à tes clients? Parce que tu m'en avais parlé quand on s'était parlé au téléphone, là, mais c'est quoi les effets de levier? Parce que moi, dans l'immobilier, on s'entend, c'est clair, c'est que tu achètes un immeuble, tu crées l'équité, après ça, tu peux réemprunter sur cette équité-là pour aller faire d'autres investissements puis croître ton parc immobilier. Mais toi, dans le domaine financier, quand tu parles d'effet de levier, c'est quoi au juste? Oui, c'est ça. Puis c'est là que souvent, en fait, les gens le savent pas que ça existe, mais on va surtout parler de prêt pour investissement. OK. Fait à la base, en fait, c'est soit que tu peux venir créer cet effet de levier-là purement avec un prêt. Donc, tu vas venir prendre un prêt individuel qui est octroyé là, vraiment par les institutions financières là, qui font ce type de stratégie-là. C'est pas, va pas prendre un prêt à la financière Firestone là, ou Fairstone, je sais même pas comment ça s'appelle, mais va pas prendre un prêt à du 30%, là, ça marchera pas. Là. C'est vraiment des stratégies avec lesquelles aussi tu as besoin d'un encadrement. Fait que ça, je vais mettre la parenthèse tout de suite là-dessus. Mais c'est que tu viens prendre un prêt. Fait que
essentiellement, ces prêts-là, la seule condition, c'est de dire tu payes les intérêts. OK. Donc, c'est comme si, admettons, au lieu de dire, OK, je vais épargner 500 $ par mois, mais là, je vais payer des intérêts, 500 $ par mois. On va dire que ce 500 $-là d'intérêt par mois, c'est l'équivalent de, ça m'a permis d'aller chercher un prêt de 100 000. Mhm. Là, je peux venir investir 100 000 dans le marché boursier, après ça, d'un coup. Et donc, tu comprends que les intérêts composés sur un placement de 100 000 versus 500 $ par semaine se cumulent... Par mois? Oui, excuse-moi, par mois, se cumulent tellement plus rapidement sur une grosse somme qu'avec juste le 500 $ par mois. T'sais. Fait que ça permet d'accélérer la croissance de ton placement puis la richesse aussi que tu peux en générer. Fait que ça, c'est un exemple d'effet de levier qu'on est capable de faire avec le marché boursier ou avec plus mon domaine. Mais après ça aussi, tu sais, souvent, il y a les gens, comme tu le dis, ils vont avoir une propriété, fait que peut-être leur résidence principale, beaucoup d'équité sur la propriété. Mhm. Mais ils se disent, ben moi, je veux rester dans ma maison encore pour les 10, 15, 20 ans. C'est formidable. Un jour, tu vas faire un beau profit avec cette équité-là, mais jusqu'à ce que tu décides de vendre ta maison, mais Tu fais quoi? C'est de l'argent qui dort. c'est de l'argent dans la brique, littéralement, de ta maison, tu sais. Fait que justement, une autre façon qu'on peut venir faire, c'est de dire, OK, bien, peut-être qu'on vient refinancer, chercher cette équité-là, peut-être qu'on vient maximiser les abris fiscaux, REER, CELI, on vient-tu donner un petit boost dans les régimes épargne études des enfants. Donc, ça nous permet de dire qu'on vient utiliser une dette qui est maintenant positive parce qu'elle est rattachée à un actif aussi. Tu sais, nos placements, là, c'est des actifs, puis quand c'est bien géré, ça peut vraiment aller chercher une croissance qui est super intéressante aussi, là. À 1000%, je suis absolument d'accord avec toi, puis tu l'as très bien vulgarisé. Good. Quelle est la différence entre un levier intelligent et un levier dangereux selon toi? Mm-hmm. Puis justement, c'est là que la source de où est-ce que tu vas aller chercher ce financement-là peut être une source qui est dangereuse, tu sais. Et c'est pour ça que j'aime bien le faire soit par un refinancement hypothécaire ou par vraiment la stratégie d'un prêt investissement avec une institution financière qui fait ce type de stratégie-là. Si je viens utiliser une marge de crédit, ça peut être bien. Par contre, là, c'est que, tu sais, est-ce que je vais juste augmenter mon niveau de vie? Parce que là, oui, j'ai pris de la marge de crédit pour investir, mais là, ma marge de crédit, j'ai de la place. Fait que je vais payer ci, ça, tout ça. Là, tu peux peut-être tomber dans un cercle un petit peu plus vicieux par rapport à ça. Ou si, en effet, tu te dis, ben, je vais aller prendre un prêt privé avec taux d'intérêt super élevé. Hey boy. C'est parce que, tu sais, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu fasses du rendement là-dessus pour que ça vienne compenser les intérêts. Exact. payés. Oui, habituellement, tu vas en faire plus. L'intérêt composé aussi aide à l'intérêt que tu payes sur ta dette. Par contre, il faut faire attention quel genre de prêt qu'on vient chercher ou comment est-ce qu'on vient chercher ce levier-là. C'est très bien dit parce que j'ai le même problème aussi dans l'immobilier. J'ai des gens qui vont aller se maximiser des limites astronomiques de marge de crédit pour aller investir en immobilier. Puis ils font par exemple, ils gagnent en bas de 100 000. Tu sais, je suis comme, guys, c'est... Tu la payes, ta marge? Ben, c'est ça. Puis si tu la sors, tu sais, de prendre un gros montant sur une marge, puis tu la mets dans l'immobilier, ben ton argent est bloqué là jusqu'à ton prochain renouvellement. Puis là, il faut que tu payes les deux si tu n'as pas bien fait tes calculs, puis tes cash flow négatifs sur la propriété, puis tu as le remboursement de la marge qui est à du 12-13%. Et boy, là! Ouais. Je trouve que les marges... Love-hate? Oui, me too. Je pense Ça dépend. C'est ça peut être un terrain glissant, là, tu sais. Je pense qu'il faut vraiment bien s'en servir, sinon, en effet, ça peut être une nuisance plus qu'autre chose, parce que, tu sais, la réalité, là, tu payes des intérêts, mais il n'y a pas d'amortissement non plus sur ces intérêts-là, tu sais, tout ça, fait que ça peut venir rapidement étouffer là, la situation financière de quelqu'un. Là. Puis comme que je dis aux gens, ben, c'est quoi ta porte de sortie, justement, pour rembourser cette marge-là, ou si jamais il y a quelque chose, il y a un bad trip qui arrive, comment tu fais pour t'en sortir ou pour au moins stopper la marge, puis whatever. Oui, c'est ça. Puis c'est là que parfois, on pense que c'est une bonne idée, mais de valider avec des professionnels. Merci, tout à fait. Pourquoi certaines stratégies donnent l'illusion de s'enrichir, mais flagellisent à long terme? Bonne question. Attends, répète-moi la question. Pourquoi certaines stratégies donnent l'illusion de s'enrichir, mais ça peut flagelliser sur le long terme? Par
rapport à des stratégies d'investissement avec l'effet de levier. J'essaie de voir comment est-ce que je peux répondre. Ben, tu sais, c'est sûr et certain que si on fait ce concept-là, c'est qu'en effet, je viens placer mon argent et je l'investis quand même de façon audacieuse. Ce type de stratégie-là, ça ne convient pas à quelqu'un qui va être conservateur. Parce que si je viens faire ça et je l'investis de façon conservatrice, je vais m'appauvrir en ayant fait ça. Je ne vais pas générer une croissance assez supérieure versus ce qu'elle me coûte. Ma rentabilité sera de nulle, voire négative. Fait que ça serait une façon de fragiliser sa situation plutôt que de se l'enrichir. C'est tellement bien répondu. Merci. Avec sagesse en plus. On va seguer vers argent, âge et décision de vie. Parce que justement, on t'en parlait tantôt, mais en tant que conseillère financière, ben, il y a aussi l'aspect protection. Mais bon, segment humain est puissant. Pourquoi notre relation avec l'argent change-t-elle avec l'âge? C'est tellement vrai. Je trouve que la version de moi-même quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, maintenant que j'ai 40 ans, c'est plus du tout aucunement la même façon que je vois l'argent. Oui. Mais tu sais, je pense que c'est juste par les apprentissages de la vie. Tu sais, plus qu'on vieillit, plus qu'on voit la place que l'argent occupe dans nos vies. Puis, tu sais, là aussi, le plus qu'on vieillit, le plus qu'on réalise que ça ne pousse pas sur les arbres. Fait que, tu sais, cet aspect-là de l'importance qui est accordée à l'argent, je pense qu'il grandit avec le temps. Et après ça, tu sais, c'est beau, tu sais, vu que je travaille avec des personnes souvent de tous les âges, tu sais, dans la vingtaine, ben, ça va être un peu l'insouciance, puis il n'y en a pas de problème. Dans la trentaine, c'est comme, je commence à m'y intéresser, mais tu sais, pas plus que ça. Quarantaine, souvent, là, je commence à me poser des questions sérieuses. Je veux essayer de bien planifier le tout. 50 ans, c'est là souvent que les gens vont être comme, je me sens en retard, puis là, j'ai réalisé que j'ai trop attendu, ou je me sens en bonne posture. Puis après ça, ça va vraiment refléter sur ta retraite. Comment est-ce que tu vas te sentir à ta retraite? Je le vois vraiment, ceux qui l'ont planifié. Smooth sailing, la vie est belle. Tandis que ceux qui ne l'ont pas planifié, ils arrivent proche de la retraite, puis c'est juste une source d'anxiété, tu sais. Fait que je trouve qu'avec juste quelle importance que tu y as accordée, selon toutes ces tranches de vie-là, tu vas vraiment voir que ta relation avec l'argent va changer juste parce que tu as là, tellement plus de conscience, tu sais. Puis c'est là que souvent j'entends « j'aurais donc dû ». Ouais. Mais j'aime cette question-là. Quelles erreurs financières sont normales à 25 ans, mais fatales à 45? 20 ans de différence. Quand même, hein? Des dettes de consommation, là, ce que je veux dire par là, des cartes de crédit ou justement des prêts, de les traîner. Ouais. Des prêts avec First Stone, comme tu dis, des affaires de même. Exact. C'est vraiment parce que finalement, quand tu n'arrives pas à rembourser, parce que c'est correct d'utiliser les cartes de crédit, c'est vraiment pas là le problème, mais c'est de dire, OK, oui, ma carte de crédit, elle me permet d'accumuler des points, oui, mais si tu n'es pas capable de payer ton solde à la fin du mois, tu s'entend que tes points ne vaut pas grand-chose. Mais là, c'est d'accumuler ça que, tu sais, si dans ta quarantaine, tu accumules tout le temps des soldes que tu n'arrives jamais à rembourser, ils vont juste grossir un moment donné. Puis là, c'est que au lieu d'avoir de l'argent pour mettre de côté vers ta retraite ou tes investissements ou peut-être des projets en immobilier, tu peux pas, t'es limité parce que tu dois rembourser cette mauvaise dette-là. Absolument. Ça, honnêtement, c'est dévastateur, si je peux le dire de cette façon-là, sur la richesse que quelqu'un. Parce que même juste, je pense, au niveau de l'acceptation pour ton financement, quand tu veux une propriété, si tu as des grosses dettes de carte de crédit... Oublie ça. Tes ratios d'endettement sont trop élevés, fait que ça nuit à ta capacité d'emprunt. Oui, exact. Fait que je pense qu'il faut éviter ou du moins bien s'en servir. Qu'est-ce que les jeunes devraient comprendre sur l'argent que les plus vieux regrettent de ne pas avoir su? Moi, je pense que ça revient à l'effet du temps. Tu sais, comment que ton argent peut travailler pour toi dans le temps, puis que justement, les personnes plus âgées regrettent souvent, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, tu sais. Boum, boum, ding, 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 ding. Fait qu'encore ta fille, là! Vraiment! C'était tellement bien dit. Wow! Bon, vérité, on va aller vers les vérités incontournables. Okay. Quelle vérité financière dérange le plus, mais libère ceux qui l'acceptent? L'impôt. True.
Dans le sens, on y échappe tout pas. Des fois, ça fait suer de voir comment est-ce que notre argent est après ça redistribué dans la société, mais on n'y peut rien. Mais là, après ça, il faut juste savoir comment bien faire face à ça puis s'outiller pour au moins en tirer profit. Absolument. Si quelqu'un écoute ce podcast et se dit « je suis trop tard », qu'est-ce que tu lui répondrais? Ça se peut qu'il n'est pas trop tard. Aussi, il n'est jamais trop tard. C'est ça. Des fois, il y a quand même un lapin qu'on peut sortir du chapeau. C'est juste que des fois, ça va venir à quel coût? Quel effort es-tu vraiment prêt d'y mettre pour dire qu'il n'est peut-être pas trop tard? C'est vrai. Puis dans un autre volet à cette réponse, à cette question-là, c'est que des fois, quand tu te mets à chercher puis à gratter, à vraiment, mettons façon de parler, là, mais à gratter les fonds de tiroir, des fois, tu peux réaliser que tu as peut-être un placement à quelque part, tu as un argent que tu avais oublié qui s'est accumulé over time, tu as quelque chose, peut-être une propriété que tu es comme « Ah, mais pourquoi je m'en débarrasserais pas? » Parce que aussi, des fois, les gens, par rapport à la propriété, mais les gens, ils ont le syndrome que « Ah, j'achète de quoi, mais je vais mourir avec, je peux pas le vendre. » Ben non, mais pourquoi pas le vendre? Puis justement, comme diversifier le profit que tu peux faire, puis le placer autrement, puis changer ta trajectoire financière. Au lieu que ça devienne quasiment un fardeau, tu sais, puis tu vois, tu as tellement mentionné quelque chose que je vois souvent, tu sais, avoir de l'argent quelque part que tu le sais pas, ça l'arrive plus souvent que les gens le pensent. Là. Exact. Je te donne l'exemple le plus flagrant, c'est, admettons, tu travaillais quelque part, tu cotisais à un fonds de pension, exact. Ou tu cotisais à un REER collectif ou quoi que ce soit, tu n'es plus là. Elle est où, cet argent-là? Tu ne l'as pas retransféré avec tes placements personnels. Justement, j'avais fait une vidéo là-dessus parce que j'avais une de mes clientes, on faisait sa planification de retraite et justement, on commence à faire l'historique de ses emplois. Elle a retrouvé qu'elle avait 3 REER collectifs qui traînaient ici. Tu sais, en tout et partout. Je pense qu'on a été chercher quasiment 70 000 juste là. Il n'est jamais trop tard. Exact. J'aime ça. Quelle est la décision financière la plus importante d'une vie selon toi? Je pense quand même que, tu sais, l'achat d'une propriété, c'est, en termes de valeur, c'est tellement immense que ça représente que, justement, ça peut tellement être une belle décision comme que ça peut ne pas l'être quand tu n'es pas bien préparé à ça ou quand que tu dis « Ah, je veux juste l'achat de la propriété à tout prix ». Parce que je trouve que c'est vraiment, c'est comme le summum de la réussite au Québec. Parfois, c'est de dire « Ah, je suis propriétaire de ma maison ». Mais à quel prix? Est-ce que je me suis vraiment appauvrie ou est-ce que je suis complètement là, voyons, je sais pas l'expression, là, mais j'en vois plus. La corde au cou. Exactement, la corde au cou, c'est ça que je voulais dire. Fait que je pense que c'est une décision financière qui est extrêmement importante, tout comme dire, peut-être que finalement, je ne serai pas propriétaire, mais comment est-ce que je peux m'enrichir autrement, investir différemment. T'sais. Puis des fois, c'est aussi on se rend pas compte, mais on peut être dans l'ego. De non, je veux le garder, non, je veux pas le vendre, non, c'est whatever, mais des fois, justement, là, de parler à des professionnels comme toi, de se faire dire les vraies choses, de se faire enligner, de nous arriver avec un plan de match, ça peut justement nous éclaircir puis nous sortir de cet ego-là pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, essentiellement, l'argent se fout un peu de ton ego, là. Et boy, puis l'impôt aussi. Si tu pouvais transmettre une règle financière à tes enfants ou à la prochaine génération, ça serait quoi? Invest wisely. Dans le sens, tu sais, ton argent, on travaille tellement fort pour faire l'argent qu'on génère. Investis-le de façon bien pensée. Tu sais, des fois, si les gens prennent de l'argent puis ils s'en vont en crypto parce qu'ils ont vu une vidéo puis je vais m'enrichir avec ça, là, tu viens de t'évaporer 5 000 $ que tu as pris quand même beaucoup de temps et d'heures travailler pour l'accumuler. Tout comme des fois, les gens vont se payer le gros char de luxe, mais que finalement, tu te dis, OK, ben, tu travailles salarié, ton paiement d'auto, là, c'est combien d'heures travailler net d'impôts que tu dois faire pour payer? Fait que je trouve que ton argent, ben, c'est ton temps, puis il faut juste que tu l'investis intelligemment. Tout à fait. Si on enlève l'argent, les chiffres et les stratégies, quelle relation saine devrait-on tous avoir avec l'argent selon toi?
Il faut arrêter de voir comme si c'était un démon, l'argent. Comme je l'ai mentionné. De ne pas vouloir ouvrir son compte de banque. Oui, ou de penser que, les gens qui gagnent bien leur vie, que c'est des mauvaises personnes. Je pense que parfois, souvent, on va avoir cette vision-là que l'argent, c'est mauvais, puis tout ça. Non, c'est juste une façon de pouvoir mieux vivre, moins de stress, Fait que c'est d'avoir une relation juste qui est plus saine, puis d'avoir une bonne vue, une belle façon de voir l'argent, là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et la dernière question qui tue. S'il y avait une chose que tu voudrais que les gens retiennent de ce podcast, ce serait quoi? De un, je pense, d'investir jeune. Oui, ça c'est mentionné. Oui. Mais c'est juste d'accorder de l'importance à ses finances parce qu'on le sait, on se fait pas éduquer ça à l'école nécessairement. Ça vient pas naturellement dans la société, Fait que c'est juste d'y accorder une importance parce que c'est vraiment ça qui est le pilier de plein de choses qu'on va faire au niveau de notre vie, Fait que on veut pouvoir profiter de la vie de plein de belles façons. Fait qu'il faut juste parfois qu'on se donne cette importance-là de regarder nos finances puis de s'assurer qu'on fait bien avec notre argent, qu'on la place bien, qu'on la fait travailler, qu'on a des bonnes personnes aussi autour de nous pour nous aider. C'est d'être capable de reconnaître que j'ai peut-être pas ces connaissances-là, mais il y a des professionnels à qui je peux aller ton Marcel qui est broke puis qui te donne des conseils sur l'argent, c'est peut-être pas la personne que tu devrais écouter, puis plutôt écouter Laura. C'est ça, là. Notre beau-frère, là, ou notre oncle qui a été camionneur toute sa vie, qui donne des conseils sur les finances, c'est peut-être pas la bonne personne pour te conseiller. Il n'y a rien contre les camionneurs, c'est absolument juste que... Rien, absolument rien. C'est juste un petit exemple. Mais c'est juste au niveau de l'expertise. Oui, c'est quoi son background financier? C'est quoi les décisions? T'sais. C'est quoi son track record avec l'argent? C'est ça. Fait que c'est juste d'aller chercher les bons conseils puis d'être bien entouré. C'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir là, dans un certain sens. Fait que j'espère que c'est ce que les gens vont retenir. 100%. Puis pour aller avec ce que tu viens de dire, la réalité, c'est que on va payer le prix d'une manière ou d'une autre. Fait que, puis comme il y a quelqu'un qui m'a déjà dit une fois, c'est soit tu te payes le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix plus tard. Wow. Ou sinon, tu vas payer le prix plus tard. Fait que... C'est tellement, c'est bien dit, puis je veux juste revenir à, tantôt ce que tu disais, c'est boring. Ta retraite va être vraiment boring. Si tu payes pas le prix aujourd'hui, un petit sacrifice aujourd'hui. Tu comprends? Ouais. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, rentrer en contact avec toi s'ils veulent plus d'informations ou se mettre un bon plan de match financier là, pour se développer une meilleure hygiène financière? Ce serait quoi? Comment qu'on peut te rejoindre, te contacter? Dans le fond, pas mal sur les réseaux sociaux traditionnels qu'on les connaît, là, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Laura Sad, conseillère en sécurité financière. C'est une bonne façon de me suivre de façon régulière. Et justement, sur toutes ces plateformes-là, j'ai mon lien de réservation. Fait que si finalement les gens veulent aller de l'avant, voir pour un accompagnement, ils peuvent planifier avec moi via mon Calendly. Dernière question, c'est plutôt un point, mais si je fais un événement puis j'aimerais ça remplir la salle pour que les gens tu puisses nous faire une présentation, décortiquer des chiffres, des exemples, nous démontrer des études de cas, est-ce que tu serais partante? Plus que oui. Nice. Puis c'est sûr qu'on va se faire un part 2. Nice. Un gros merci, Laura. C'était vraiment sharp, vraiment clair, vraiment précis. C'est sûr les gens vont apprécier. Boom. Merci. Boom, boom, boom. Dites-moi, oh my lord, oh God, wow. Comment vous avez trouvé Laura Sad? Sincèrement, là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, j'ai adoré le flow, j'ai adoré son vibe, son énergie, comment que les réponses aux questions, comment qu'elle est fluide, comment que c'est simple et sans rendre l'ingénierie financière trop complexe avec des mots ou quoi que ce soit. C'était simple, clair, concis, droit au but. Tu vois qu'elle maîtrise son domaine. Tu le vois qu'elle a cette passion à vouloir aider les gens à pouvoir s'enrichir et à pouvoir aider les gens à se mettre un plan de match qui va les permettre justement de bien jouer les règles du jeu de l'argent. Vous, comment vous l'avez trouvé? Écrivez dans les commentaires #finance. Oui, écrivez dans les commentaires #finance si vous avez adoré l'épisode, si vous avez aimé justement pas juste sa vibe, mais la manière dont Laura
explique les choses. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus et que vous écrivez #finance dans les commentaires, je vais m'assurer de faire un part 2. Parce qu'on s'entend, on a à peine gratté la surface là. Il y a plein d'autres choses à savoir, il y a plein d'autres stratégies, il y a plein d'autres manières de faire, de plans de match qu'on peut se mettre, des stratégies à décortiquer qui peut transformer la trajectoire de notre enrichissement à travers finance, d'une conseillère financière, des institutions financières, que ces outils-là sont à notre disposition. Et justement, je suis sûr, et elle l'a dit, ça va lui faire un plaisir de revenir pour nous partager justement ces stratèges-là qui peuvent transformer notre game. Mais pour ce faire, vous devez écrire dans les commentaires #finance ou tout simplement nous partager quelle stratégie vous avez aimé. Est-ce que c'était celle du Infinite Banking? Est-ce que c'était la règle de 72? Est-ce que c'était comment percevoir l'argent? Vous, quelle section, quelle partie de l'épisode, quelle stratégie qu'elle a partagée qui vous a interpellé et que vous avez aimé. Et sur ce, des petites annonces pour vous. Comme je l'ai expliqué depuis un certain moment, je fais des événements club privés sur le terrain A à Z, où est-ce que j'ai un invité qui est venu sur ma chaîne YouTube, et si vous l'avez apprécié, que vous avez été inspiré, que vous aimeriez connecter avec cette personne-là, mais surtout que cette personne-là, vous aimeriez savoir quel est son secret de succès. Qu'est-ce qui l'a permis de se rendre et d'accomplir autant de projets en business, en immobilier. C'est pour cela que dans le club privé, ça va être un événement où est-ce que cette personne-là va nous décortiquer un projet de A à Z. Comment qu'il a levé les capitaux, comment qu'il a trouvé l'opportunité, est-ce qu'il l'a prospecté, comment qu'il a trouvé des partenaires financiers, quelles sont les embûches, les obstacles, quelle est sa réalité en tant qu'investisseur pour pouvoir amener d'un projet de A à Z à l'acquisition, la création de valeur et à sa porte de sortie. Cette personne-là va nous expliquer le tout. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il va toujours y avoir un lien de mes futurs, de mes prochains événements, et ce lien-là va se retrouver dans la description qui va s'appeler Club Privé A à Z. Ça, c'est de 1. De 2, je vous invite que vous soyez quelqu'un qui recherche des opportunités à embarquer dans cette opportunité-là, que vous êtes intéressé à grossir votre portfolio d'investisseurs immobiliers, que vous aimeriez avoir un certain retour sur votre investissement. Cliquez le lien pour pouvoir avoir une consultation avec moi. Si vous êtes quelqu'un que vous êtes intéressé à trouver des opportunités hors marché comme un prospecteur, vous êtes un prospecteur immobilier, vous aimeriez embarquer dans le monde de la prospection immobilière, que vous êtes quelqu'un que vous avez facilement accès à des deals, des opportunités, que vous avez ce temps-là, cette expertise-là que vous aimeriez développer. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que je suis en train de me bâtir une équipe de prospecteurs dans la région du Grand Montréal et les alentours. C'est pas obligé d'être à Montréal, mais c'est là que je me situe. Et avec mon groupe, mon équipe de prospecteurs, on a des rencontres, je les coach, je les forme, j'ai des invités qui viennent leur expliquer, qui viennent les former justement pour qu'on soit en mesure d'aller chercher de bonnes opportunités, encore une fois, hors marché. Puis je veux préciser, ce n'est pas pour le courtage immobilier. Je ne recherche pas des deals pour aller chercher un listing. Non, c'est plutôt pour nous coacher, nous former, pour créer un écosystème où est-ce qu'on est en mesure de dénicher des opportunités immobilières hors marché. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aimeriez faire partie d'un groupe, vous aimeriez avoir un side hustle, quelque chose qui peut vous générer des revenus, je recherche des gens motivés, engagés, mais surtout des gens qui vont passer à l'action. Contactez-moi dans le lien pour la consultation avec moi. Aussi, je recherche toutes sortes de partenaires, que vous soyez en construction, que vous êtes un investisseur passif, que vous êtes un prêteur privé, que vous êtes dans le monde de l'immobilier. Regardez, je recherche toujours à grossir mon réseau de contacts. Pourquoi? C'est simple, parce que j'ai bâti avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, un écosystème. Et cet écosystème-là, plus que je peux le grossir, plus que je peux apporter de la valeur à une personne spécifiquement, à connecter des gens en eux, à être en mesure d'avoir des opportunités, à être en mesure de générer des revenus, de permettre aux gens de s'enrichir à travers l'immobilier, mais tout ça à travers cet écosystème-là. Mais pour le grossir,
il faut que je rentre en contact avec des gens. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de partenariat, de me rencontrer, de discuter, vous avez une expertise, vous avez des connaissances, vous avez une plus-value que vous pouvez apporter à l'immobilier, encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien pour la consultation gratuite avec moi. Je fais aussi un webinaire de temps à autre. Ce lien-là, pour les gens qui veulent investir, embarquer dans l'immobilier, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez dans le lien. Encore une fois, il y a un lien spécifiquement pour cela dans le bas de mes vidéos. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces ou d'avoir les meilleures stratégies gagnantes dans le monde de l'investissement immobilier, je vous suggère de regarder cette vidéo-là.